Bienvenue sur Le Magicien, le podcast qui te dévoile les mystères du tarot. Moi, c'est Fabienne, je suis tarot coach et formatrice. Sur ce podcast, je souhaite partager avec toi mes connaissances sur la pratique du tarot et des discussions passionnantes avec mes invités experts. Que tu sois curieux, débutant ou déjà passionné, ce podcast est fait pour toi. Alors, si tu es prêt ou prête à me suivre, c'est parti pour l'épisode du jour. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Magicien. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir au micro du Magicien Jade Providenza, alias sorcière urbaine sur Instagram. Bonjour Jade. Bonjour Fabienne et bonjour à tout le monde, je suis contente d'être là. Moi aussi, je suis ravie de t'accueillir. On peut le dire puisque c'est pas un secret, c'est plus un secret. Tu vas participer cette année au Tarot Bootcamp avec une formation. Et je suis ravie de t'y accueillir. Je suis ravie de t'accueillir aussi sur ce podcast. Et aujourd'hui, on va parler business. On va parler tarot et entreprise. On va un peu rentrer dans le cœur de ton entreprise, sorcière urbaine, pour savoir comment tu as mis tout ça en place et où tu en es aujourd'hui. Peut-être quels sont tes objectifs aussi. Voilà. Est-ce que tu es d'accord pour nous parler de tout ça? Avec grand plaisir, je suis là pour ça et merci du coup de m'avoir invitée et de m'avoir invitée pour le Tarot Bootcamp. Je suis ravie. Super. Alors Jade, pour les auditeurs, déjà une petite présentation. Donc voilà, j'ai acheté ton livre, je t'ai découvert un petit peu aussi comme ça. J'ai envie justement de mieux te connaître. Et est-ce que tu peux te présenter en quelques mots qui tu es, d'où tu viens et quelle est ta rencontre avec le tarot? Pourquoi le tarot? Pourquoi les cartes? Pourquoi sorcière urbaine? On veut tout savoir. Vous allez tout savoir. Écoute, comme tu disais, moi je suis Jade, je suis tarologue depuis 4 ans maintenant en tant qu'entrepreneur. Mais le tarot, je le pratique au quotidien, régulièrement. Je me forme au tarot depuis plus de 8 ans maintenant. Le tarot, c'est venu dans ma vie tôt, depuis enfant. J'avais le vieux jeu de tarot de ma maman, même d'ailleurs qui ne tirait pas du tout les cartes, hein, donc je ne sais pas ce qu'il faisait là. Mais voilà, je m'amusais quand j'avais environ 8 ou 9 ans. Et c'est quelque chose qui me parlait énormément. Mais arrivé à l'adolescence, voilà, j'ai découvert d'autres passions, donc j'ai laissé ça de côté. Et c'est revenu au début de la vingtaine, aux alentours de 25 ans, quand voilà, j'ai eu des problèmes dans ma vie, et j'ai eu envie voilà, de guidance, j'ai eu envie de me connecter à un plan spirituel un peu supérieur, comme des personnes des fois peuvent se tourner vers la religion. Moi, je me suis tournée vers le tarot, donc c'est complètement différent, mais aussi vers le côté un peu sorcellerie, connexion spirituelle, donc une autre forme de foi, et d'où le côté sorcière urbaine, donc avec le côté de sorcellerie moderne, sorcellerie du quotidien. C'est pour ça que j'ai choisi ce mot sorcière urbaine, parce que je me connectais un peu à une vibe plutôt moderne de la sorcellerie. Moi, il n'y a rien qui me destinait à devenir tarologue. J'étais vraiment dans des études de droit, de gestion de l'information. Mais du coup, j'ai eu envie, au bout d'un moment dans ma vie, dans mon parcours professionnel et entrepreneurial, de retrouver du sens et du coup de me tourner vers quelque chose qui me faisait vraiment plaisir. Et donc, me voilà. Te voilà. Lorsque tu as débuté cette entreprise il y a 4 ans, donc tu étais lancé dans le tarot, quelles sont les premières actions que tu as posées? Voilà, comment tu as pensé cette entreprise? Comment tu as pensé ce travail on va dire de tarologue, hein, Oui. Est-ce que tu l'as d'abord pensé, justement, tu as dit par la voie spirituelle? Euh, qu'est-ce que tu as mis en place au départ? Alors, il faut savoir que déjà, ce projet professionnel, ça n'en était pas un à la base. J'étais moi à mon compte en tant que chargée de veille stratégique et ça ne fonctionnait pas, je m'épanouissais pas. Et j'avais besoin d'un side project, de quelque chose d'à côté pour m'épanouir. Et en fait, je l'ai vu comme un blog au départ, Sorcière Urbaine. J'avais prévu juste en fait de faire des partages sur mes connaissances sur le tarot et sur mon cheminement dans le tarot, parce que ça faisait pas mal de temps que je tirais les cartes aux personnes de mon entourage, que je me formais. Donc, je me sentais prête à en parler à un plus grand nombre, en fin de compte. Et,
Et c'est en lançant finalement l'idée du blog que je me suis dit, bon, ben, j'ai rien à perdre, tant qu'à faire, je lance comme activité professionnelle, parce que ce qui me restreignait, c'était le regard d'autrui, finalement, sur ce côté du tarot qui est assez fort. Et je me suis dit, bon, au bout d'un moment, si je me lance pas, je vais le regretter. Et en fait, quand j'ai commencé à le voir de manière professionnelle, j'ai commencé à penser tout d'abord, la première chose, à ce que j'avais envie de véhiculer, à ce que j'avais envie de partager. Et c'était ma façon de voir le tarot. Parce que moi, quand j'ai débuté le tarot il y a 8 ans, il y avait très peu de personnes en français qui étaient bienveillantes ou qui partageaient. Donc du coup, j'étais un peu perdue quand j'ai débuté. Après, quand je me suis lancée, il y avait déjà beaucoup plus de monde aussi. Mais du coup, j'avais envie d'apporter ma pierre à l'édifice de toutes ces personnes qui partageaient déjà, nous tous notamment, du coup. Et j'avais envie de véhiculer ma pratique qui était plutôt décomplexée, qui était plutôt ouverte et bienveillante et qui faisait la part belle finalement à la vision unique des personnes en se lançant dans le tarot. Donc c'est comme ça que j'ai vu les choses. Au tout début, c'est de ça que je suis partie en tout cas avec mon projet professionnel, donc plutôt d'une vision un peu de ce que j'avais envie de te projeter. Hmm. Tu nous as parlé donc de ce blog et tu nous as parlé, là, j'ai noté deux petites choses quand tu nous as parlé qui résonnent parce que, comme tu sais, je forme aussi des gens sur une formation longue. J'en ai parlé aussi d'ailleurs sur ma conférence au festival, le regard de l'autre quand on fait du tarot. Et cette peur, effectivement, je le rencontre énormément hein, quand j'ai un groupe là que j'amène à la professionnalisation. Franchement, le plus gros blocage, c'est celui-là. Comment est-ce que je dis je suis tarologue? Comment je dis je fais du tarot? Euh, En passant au-delà, en enjambant le fait que si je dis ça, je suis pris forcément pour une folle et ou pour quelqu'un de pas sérieux. Enfin, donc tarot et entrepreneuriat, c'est quand même souvent décorrélé, tu vois. Donc c'est intéressant ce côté-là de savoir comment justement tu as dépassé ce regard. Bon, tu nous as un peu expliqué en disant bah, j'avais envie de partager, j'ai dit bah, je partage et puis voilà. Et tu nous as dit je me suis formée justement il y a 4 ans. Comment tu as trouvé des ressources pour comprendre le tarot? Parce que moi on est tous passés par là, hein, bon, moi je sais, je l'ai déjà dit par quel biais moi à un moment donné je suis tombée sur Emmanuel Eger et donc je lui ai dit ok c'est ce livre, je vais me référer à ça et j'ai pu avancer. Toi, est-ce que tu as eu une influence comme ça? Est-ce que tu as quelqu'un qui t'a emmené vers cette formation ou t'as bricolé avec plusieurs ou est-ce que tu étais tourné vers les anglophones? Parce que c'est aussi voilà, dis-nous tout. Au début, il y a plus de 8 ans, j'étais plutôt tournée vers les anglophones, du coup, vers les partages qu'ils faisaient. Donc, et c'est pour ça aussi que je pense que j'ai une tendance vers le Rider-Waite-Smith, du coup, parce qu'effectivement, c'est un type de tarot qui est beaucoup plus répandu dans le monde anglophone. Mais au fur et à mesure que j'ai avancé, et du coup que je me renseignais plus sur ce milieu au fur et à mesure moi de mon apprentissage, effectivement, il y a des personnes, et notamment pour me lancer en tant que tarologue. Mais pile au moment où je me suis lancée, d'ailleurs, mais j'ai acheté un petit livre Devenir tarologue. Du coup, Ah, je ne sais pas mon si ça Dieu. te dit quelque chose. Et oui, et du coup, je l'ai hein, dans ma bibliothèque. Et quand les personnes viennent, des fois sur Instagram ou sur mon site, me demander j'aimerais devenir tarologue, comment je peux faire, les conseils, je recommande systématiquement le livre. Du coup, voilà, ça Eh répond à ben, ta écoute, question. ben oui, eh ben alors je m'y attendais pas du tout. C'est vrai qu'on n'en avait pas parlé, Non, mais non, oui, non, du ma tout, hein. C'est bibliothèque, là, je pas, le c'est vois pas d'ici. préparé, les gars, hein. Je m'y attendais pas du tout, mais oui, c'est vrai qu'en 2020, le livre est sorti en 2020, effectivement, et il a eu un grand succès. Ouais, c'est vrai qu'il n'y avait aucune ressource là-dessus, hein, à l'époque. Ouais, c'était vraiment l'idée c'était un grand vide, quoi, sur cet espace-là. Et je pense parce que personne ne pensait que le tarot pouvait être un métier, le tarot pouvait être aussi une entreprise. C'est pour ça que je suis hyper contente aussi d'aborder ce sujet avec toi sur le podcast. Donc, OK. Le regard de l'autre, est-ce que justement d'avoir une référence comme ça, d'avoir un livre d'autres francophones qui se sont lancés, moi ça m'a beaucoup aidé, hein. Moi je me suis dit, Emmanuel le fait, moi ça me plaît, je le fais aussi. Si quelqu'un le fait, moi je suis capable de le faire aussi.
tu vois. Et moi, le regard de l'autre ne m'a pas gêné, ne m'a pas arrêté. C'est pas ça qui m'a. Parce qu'à l'époque, je traversais aussi une période difficile, un divorce compliqué, et je n'avais plus rien à faire du regard de l'autre. Tu vois, j'avais tout perdu de toute façon. Tu vois, c'était quand tu lâches tout de toute façon, peut-être aussi à l'âge que j'avais, c'était un âge où on n'a plus rien à prouver à personne. Je pense que pour les plus jeunes, c'est plus compliqué. Euh, et donc, pour revenir à toi, à ta question, toi, comment tu t'es, est-ce que ça t'a aidé d'avoir des personnes qui se sont lancées avant toi, ou est-ce que toi-même, tu as fait le travail de te dire, OK, mais j'y vais parce que ça me passionne et parce que peu importe, quoi. Comment tu as lâché ce regard-là? Le livre, en tout cas, et de voir toutes ces expériences, ça m'a permis de confirmer, en fin de compte, déjà le chemin sur lequel j'étais. Parce que de toute manière, j'étais en auto-entreprise. J'étais déjà à mon compte depuis 1 an. Mhm. Et si tu veux, mon entourage, qui est très traditionnel dans la voie pro, déjà, c'était pas quelque chose qui était bien vu, ne serait-ce que d'être à mon compte. Et finalement, toutes les personnes savaient que je faisais du tarot. Donc ça, j'étais déjà la perchée de la famille. Donc ça, on était au courant. Et en fait, quand je me suis lancée à mon compte en tant que tarologue, je me suis dit, bah, de toute manière, j'essuie déjà des critiques dans l'état actuel des choses. Ça fonctionne pas plus, donc tant qu'à faire, bon, bah, je vais vers quelque chose qui me plaît davantage. Et en fait, ça a été beaucoup mieux reçu. Donc, je ne sais pas si on a vu que c'était plus en accord avec ce que j'étais, mais rien que mon entourage, ça a été ah, c'est génial comparé à mon ancienne activité où là, ça coinçait davantage. Et le livre m'a aidé pour ce qui était du cercle plus étendu, par contre, en dehors de mon entourage, de ma famille, à me dire, il y a déjà des tarologues qui sont à leur compte, des francophones, et qui le vivent très bien. Même moi, en fait, je vous suivais sur les réseaux sociaux, donc je suivais tout ce beau monde sur les réseaux sociaux. Donc, en fait, ça, je me suis positionnée aussi en dehors de mon petit nombril, en me disant, bon, bah, finalement, c'est qu'une peur, et j'ai qu'à me lancer et à tester pour voir. Et finalement, en fait, depuis 4 ans, je n'ai pas eu, et ça peut-être j'ai de la chance, un seul argument négatif, une seule critique, des choses que j'avais peur en me lançant sur les réseaux sociaux, qui sont plutôt une jungle des fois, où on a un peu peur de sur quoi on va tomber. Et en fait, il y a que de la bienveillance et de l'acceptation, et au pire, peut-être de l'indifférence, mais on va pas aller pour, si c'est pas son truc, on va me laisser tranquille en fait. Ouais, c'est ça. Et on peut rencontrer de l'ignorance. Enfin, voilà, on nous ignore plus que. Exactement. Hmm. Revenons à toi, Jade. Et ça m'intéresse de savoir comment, en démarrant en 2020, toi, comment tu as pu faire démarrer ton entreprise qui aujourd'hui se porte bien chez nous. Est-ce que Oui, ça va pour toi? oui, oui, mon entreprise se porte bien. Mais comme tout parcours entrepreneurial, il y a des hauts et il y a des bas. Je pense, mais c'est ma vision des choses parce qu'il peut y en avoir différentes, que bah, le travail ne se finit jamais. On n'arrive jamais totalement à une sérénité pleine et entière. Je pense que bon, c'est toujours challengeant. Mais il faut savoir aussi que moi, j'ai commencé en 2020. Je pense que c'était une petite période dorée pour l'entrepreneuriat en ligne parce qu'on arrivait dans une crise sanitaire, les personnes étaient énormément sur les réseaux sociaux, il y avait une quête de sens et en fait ça a évolué depuis un certain temps et on va pas se mentir, aujourd'hui les réseaux sociaux sont importants pour développer une entreprise, c'est ce que je pense, même si c'est pas la seule voie. Donc du coup, aujourd'hui, commencer une entreprise, ça peut être davantage challengeant, mais c'est pas impossible non plus, parce que preuve, les entreprises qui continuent à fonctionner. Donc Hmm. c'est pas impossible. Euh, du coup, j'ai oublié la question. Je sais pas si. Oui, que ton entreprise se porte bien donc aujourd'hui, mais c'est challengeant et forcément, il y a des hauts et des bas. Toi, oui, tu as démarré dans le plein boom de l'entrepreneuriat en ligne. Donc, est-ce que tu peux nous décrire en 2 mots ben, tes offres? Comment, voilà, c'est quoi ton travail? Parce que être tarologue ou travailler avec les cartes, disons, c'est très vaste. On peut, voilà, il y a plein d'offres possibles et disponibles. Dans quel secteur, toi, tu as lancé ton entreprise? Alors, moi, honnêtement, j'ai pas une niche hyper spécialisée dans le tarot. J'ai 2 façons, finalement, de proposer un peu mes services. Ça va être les tirages et les guidances. Moi, peut-être que je ne choisis pas, mais en fait, je fais un mélange d'introspection et de prédiction. Donc, c'est les deux parce que je pense que les deux peuvent bien fonctionner. Je pense que aussi le prédictif, c'est ma vision des choses, ne peut pas forcément fonctionner sans introspectif derrière. Et je trouve que ça, les deux se mêlent bien. Et après, j'ai le côté où, justement,
peut éventuellement permettre aux gens d'être un peu plus indépendants en se formant eux-mêmes, en ayant eux-mêmes les ressources pour utiliser les cartes comme ils le veulent et développer leur propre pratique. C'est vraiment sur ces deux piliers-là que repose mon activité de tarologue, avec des tirages qui sont plutôt bienveillants et vraiment en mélange totalement assumé d'introspection et de prédiction parce que les personnes, la majeure partie des personnes qui viennent me voir, vraiment, c'est plutôt pour du prédictif. Donc c'est quelque chose, moi, qui me plaît en plus et qui est fait vraiment avec le plus de sécurité possible et le plus voilà, de prudence possible aussi. Quand tu dis mélange de prédictif et d'introspection, parce qu'il y a prédictif et prédictif aussi. Quand tu dis mélange, ça veut dire quoi? Que ta guidance, elle renvoie quand même à la personne, tu renvoies cette guidance à la personne, tu la renvoies à elle-même, à ses choix. Comment tu maries les deux? Parce que moi, dans ton livre, j'ai pas senti beaucoup j'ai pas senti ces interprétations purement prédictives. Ah oui, non, bien sûr que non, parce que, alors après, oui, c'est peut-être ma vision du prédictif. J'estime, encore une fois, c'est ma vision, que tout peut changer, que les personnes ont leur libre arbitre et du coup ont leur liberté d'action. Donc en fait, le prédictif va ouvrir des possibilités et ça va être à la personne de les actionner. Donc en fait, c'est ce prédictif-là. Et au niveau de l'introspectif, j'apporte effectivement comment en fait arriver à, on va dire, cette destination qui peut être annoncée par les cartes, sur quoi travailler éventuellement, sur quoi lever des blocages. Mais encore une fois, ça va être en fonction de ce que la personne demande, parce que je ne vais pas aller vers des questionnements que la personne n'a pas demandé forcément, pour ne pas aller farfouiller aussi dans des choses que la personne n'est pas prête à affronter. Donc il y a quand même toujours l'idée que la personne va avoir voix au chapitre dans la guidance que je lui propose et va avoir la liberté de choix dès le départ, non seulement sur les événements, mais aussi sur ce que moi je suis capable de lui apporter. Ok, super. Donc, tu as ce côté guidance. Donc, on peut les gens prennent rendez-vous avec toi. Comment tu as mis en place, parce que tu travailles en ligne. Moi, j'ai plein de questions pratiques, hein, donc pour nos auditeurs aussi. Par quel moyen tu as mis en place? Tu as un site, tu as un calendrier, les gens prennent une réservation, payent à l'avance. Comment tu as organisé justement cette prise de rendez-vous? Alors moi j'ai un site, alors au départ j'avais distingué, j'avais un site vitrine qui renvoyait vers un outil de réservation et finalement, en fin de compte, quand j'ai commencé à avoir des réservations et que mes finances ont pu me le permettre, j'ai pu prendre des options sur mon site afin d'avoir des réservations en ligne parce que c'était payant. Et du coup, effectivement, il y a tout sur mon site où on peut réserver en ligne des créneaux ou éventuellement aussi par mail parce que quelquefois les personnes ne sont pas à l'aise en visio ou n'ont pas la même disponibilité que moi parce que c'est un travail à temps plein que je fais, mais du coup, mes plages horaires correspondent un peu au travail que n'importe qui peut avoir en milieu salarié. Je travaille pas les week-ends, je travaille pas les soirs parce que c'est mon équilibre professionnel et personnel. Mais, et du coup, ça peut étonner parfois parce que des fois, les personnes travaillent les week-ends ou les soirs. Donc, moi, au niveau des visios, c'est dans la journée. Donc, par mail, c'est aussi une option qui est possible. Mais voilà, tout est faisable sur mon site internet. C'est des options que j'ai mis avec voilà des conditions générales de vente, avec effectivement, c'est les paiements à l'avance. Même si, bon ben voilà, après il y a des règles légales, hein, de remboursement, tout ça, mais voilà, les personnes payent en avance leur horaire, le choisissent, leur tirage. Il y a des délais aussi que je donne pour les tirages par mail que je dois respecter parce que je les annonce. Voilà, c'est le pratico-pratique. Ok, super. Et après, tu as commencé une activité de formation, donc de donner par quel biais? Alors, par l'édition. Raconte-nous comment est venue l'édition, les livres, comment tu as entamé ce chemin-là? Tu as sorti un jeu, je pense, ou deux. Enfin, voilà, dis-nous tout. Pas du tout. Alors non, j'ai pas encore sorti de jeu. Ah, pardon. Je croyais qu'il y avait un petit oracle, tu sais, qui était l'intervieweuse, elle s'est très, très mal renseignée. Non, mais écoute, qui sait, peut-être c'est une bonne idée. Alors, au niveau de la formation, c'était quelque chose que j'avais déjà en tête dès le lancement de mon entreprise. Après, c'est mon cheminement personnel. Encore une fois, c'est ma vision. J'insiste là-dessus. Je ne me sentais pas légitime à l'idée de proposer une formation dès que je me suis lancée en tant que tarologue. Je voulais avoir plus de bagages avec d'autres personnes que ma famille, mon entourage, mes amis pour les tirages. Je voulais davantage être en mesure d'apporter ce point de vue professionnel dans mes formations.
Et du coup, au moment où j'ai voulu me sentir, enfin, où j'ai voulu me lancer pour la formation, je me suis sentie légitime. J'ai dû trouver comment proposer, voilà, mes connaissances, qu'apporter, parce que ça servait à rien que ça soit une énième formation de tarot qui se ressemble, parce qu'il y en avait déjà des super bien sur le marché. Donc moi, j'aurais pu très bien les recommander et pas lancer la mienne et pas faire tout ce travail. Donc j'ai encore dû attendre un peu pour trouver ma voie et pour me lancer dans le projet. Et du coup, c'est comme ça que le grimoire du tarot est sorti. C'était l'idée d'apprendre avec les cartes à écrire sa propre histoire, à certes avoir les connaissances autour du tarot, mais de se les approprier pour que ça devienne vraiment une pratique personnelle et pas quelque chose, en fin de compte, qu'on copie sur quelqu'un qu'on estime plus avancé ou qui a plus de bagages. Donc c'était ça un peu ma voie. Et pour répondre à ta deuxième question, l'édition, alors je n'y étais pas du tout, hein. C'était un rêve très 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 lointain parce que j'ai toujours souhaité écrire des livres, mais en fait, c'est arrivé au bout de 6 mois où j'avais lancé mon compte Instagram, mon entreprise du coup de tarot, et une éditrice de ma première maison d'édition où j'ai sorti le tarot au quotidien est venue avec ce projet. euh, et du coup, on en a discuté. Elle voulait un projet autour du tarot, tout simplement un livre sur le tarot. Donc du coup, on a construit le tarot au quotidien ensemble. Et c'est comme ça en fait que j'ai débuté un peu mon chemin dans le domaine de l'édition, mon bébé chemin. Parce que là, Et tu as d'autres projets? peut-être. On n'en saura pas plus. Peut-être. Elle est sous embargo. Donc, bah, super. C'est bien. Non, non, c'est chouette. Est-ce que c'est vraiment une partie de ton métier que tu aimes? Parce que ça prend du temps, hein, d'écrire, hein, donc c'est pas des petites, c'est pas des petits projets. Est-ce que voilà, c'est une partie de ton métier que tu aimes et que tu as envie de développer? Alors oui, j'adore et j'adorais développer ça davantage euh, parce qu'en fait, en me lançant dans cette entreprise du tarot, avec tout ce que ça inclut quand on est entrepreneur, je me suis aperçue que j'étais créative, ce que je ne pensais pas du tout être. Et en fait, je fournis de 1000 idées à la minute, toujours en lien avec le tarot. Euh, et du coup, effectivement, il y a des projets que je verrais bien en livre et ça me passionne. Et écrire, c'est vraiment un vrai plaisir. Même là, à l'heure actuelle, j'ai dégagé une journée par semaine pour écrire un roman. Donc vraiment, j'aime écrire. Et en plus, transmettre autour du tarot avec ma vision du tarot, je trouve que c'est une chance extraordinaire. Euh, donc oui, j'entends en profiter au maximum. C'est super ce que tu dis aussi sur la créativité. Moi, effectivement, je trouve que le tarot est un outil hyper créatif. Quand on plonge dans le tarot, c'est sans fin. On a l'impression que c'est sans fin. Et c'est magique pour ça. C'est vrai qu'il y a tellement de choses à faire, tellement de choses à. Enfin, je pense, alors je sais pas, pourquoi tu penses que le tarot. Est-ce que tu as une vision de tiens, pourquoi le tarot est un outil tellement créatif, enfin, qui vient nous chercher dans notre créativité? Est-ce que tu as une idée là-dessus? Moi, j'ai ma Alors, petite idée, mais c'est ma vision des choses, mais en fait, pour moi, le tarot, c'est énormément un miroir. Et en fin de compte, c'est même au-delà, effectivement, des jeux, des symbolismes qu'il y a derrière, des histoires. En fait, quand on tire les cartes, on a vraiment un miroir en face de soi. Et je pense que c'est ça qui peut éveiller la créativité, c'est ça qui peut éveiller de nouvelles idées, qui peut éveiller l'imagination. On est invité à plonger justement en soi parce qu'avec ce miroir qui apparaît là, au détour d'un tirage, d'un étalage, moi, il y a une vision que j'aime beaucoup, c'est de dire que le tarot, c'est comme un livre. En fait, on tourne vraiment les cartes, c'est comme tourner les pages et ça écrit l'histoire devant nos yeux. Et en fait, je pense que moi, de mon point de vue, c'est ça qui éveille ma créativité, en tout cas. ouais, tu as raison. Est-ce que, pour revenir à ton entreprise, au fait que justement, tu es monté euh, le marketing finalement. Parlons marketing sur les réseaux. Tu as un compte important, tu as un compte Instagram avec pas mal d'abonnés. Il est venu de suite, c'est un travail de longue haleine. Comment tu t'y es pris justement pour avoir cette communauté qui te suit et comment tu la nourris? Est-ce que tu as fait des études de marketing? Comment on peut tout savoir? Ok, alors on entre dans le sujet pratico-pratique. Oui.
Non, alors honnêtement, j'ai pas fait d'études de marketing. Quand je me suis lancée, du coup, on en a un peu parlé avant l'entretien, dans mon entreprise, ma première entreprise, donc il y a 5 ans, en tant qu'auto-entrepreneur et sur les réseaux sociaux notamment. J'ai pris une formation pour développer un blog et pour du contenu Pinterest, sachant qu'en fait mon premier vecteur c'est Instagram. Donc du coup, bon, c'est pas inutile, mais en plus depuis 5 ans ça a beaucoup évolué. Je peux prendre par moment des formations un peu ponctuelles pour m'aider du coup sur le réseau Instagram, mais de la même manière que tu disais pour le tarot, il faut intégrer les choses et les faire à leur manière, à sa manière. C'est pareil pour les conseils business, pour les formations, ça va être très important parce que on donne des solutions clés en main, des choses comme ça, mais qui peuvent ne pas forcément fonctionner pour soi. Donc, moi, ce qui fonctionne le mieux, c'est de faire à ma façon. Et c'est vrai que aujourd'hui, j'ai pas mal d'abonnés, même si c'est à mettre en perspective. Mais faut pas oublier que, alors, mon compte, effectivement, a connu un démarrage assez fort parce que j'ai pas les chiffres en tête, mais voilà, j'ai atteint les 1000 premiers abonnés assez rapidement au bout de 3 mois. Et après, voilà, ça a continué à grandir. Mais j'étais pendant l'âge d'or d'Instagram, on va dire, où tout le monde était sur les réseaux sociaux. Il y avait le boom spirituel aussi. Donc, faut remettre les choses en perspective. Moi, là, aujourd'hui, le gain d'abonnés, parce que si on parle juste en termes de ça, même si c'est pas très important pour un business, mais on peut avoir l'impression que c'est important. Le gain d'abonnés, c'est drastiquement ralenti. Hein. Je suis, en plus, je ne sponsorise pas. J'ai essayé en 4 ans de sponsoriser 4 fois. Ça a été un échec cuisant, mais ça peut fonctionner pour certaines personnes. Moi, ça n'a pas fonctionné. Donc du coup, ça s'est ralenti. Donc c'est normal si aujourd'hui ça donne l'impression que c'est un peu plus dur, un peu plus complexe, parce que les gens sont habitués. Les gens en plus ont changé totalement leur méthode de consulter les réseaux sociaux, non seulement avec TikTok. Donc on est dans une autre sphère. Donc c'est un peu compliqué pour retenir l'attention des gens et que les gens s'abonnent. Et il y a beaucoup de contenu. Il y a énormément de contenu. Donc les gens, au bout d'un moment, ils en auront ras-le-bol. Donc c'est un peu difficile de tirer son épingle du jeu. Mais c'est un travail quotidien. Moi, je crée beaucoup de contenu parce que justement, ça permet quand même d'alimenter les personnes qui peuvent me suivre, mais aussi les personnes pour leur montrer ce que je suis capable de leur apporter, mon expertise à mon échelle, et du coup de créer ce lien de confiance avec les personnes qui me suivent déjà, parce que voilà, je leur apporte quelque chose. Je suis aussi dans le fait de donner, d'être généreuse dans mes contenus, pour ça, pour montrer que voilà, c'est pas juste bon mais voilà, cliquez sur ce lien et allez chercher mes tirages. Essaye d'apporter des choses autres gratuitement et pour les personnes au quotidien. Et en fait, je crée du lien. En fait, l'idée, c'est de créer du lien avec les gens. C'est un réseau social. Moi, je parle beaucoup de ça parce que c'est mon principal vecteur, hein, Instagram. C'est social. Donc, c'est d'aller puputer, hein, d'aller échanger avec les gens, d'être dans ce côté social, même si en fait, on est à distance. On peut avoir l'impression qu'il suffit juste de poster une photo génialissime. Mais en fait, s'il n'y a pas de lien à côté, en fin de compte, ben, personne va venir nous chercher. Ça va être très, très rare. Donc, c'est ça, sur ça qu'il faut miser, c'est sur la création de liens, je pense. Tout à fait. Et ce lien, toi, tu le fais par des stories quotidiennes, des tirages, des guidances, énormément de choses. C'est très, très riche ce que tu proposes sur les réseaux. Est-ce que tu as un autre réseau qu'Instagram pour connecter? Voilà, justement, est-ce que tu es sur TikTok? Est-ce que tu es parti sur cette vogue-là ou tu restes sur Instagram et c'est tout? Alors, j'ai Pinterest, justement. Je me suis formée à Pinterest. J'ai Pinterest que j'alimente beaucoup moins qu'avant. Quand je me suis lancée, justement, je l'alimentais énormément. Et c'était par là, principalement, que les personnes arrivaient sur mon site par rapport à Instagram. Pinterest, c'est génial. C'est quelque chose, c'est un moteur de recherche. Donc, ça peut être très, très sympa. Il faut que je m'y replonge dessus. D'ailleurs, j'ai prévu de me replonger dans mon ancienne formation qui a été mise à jour. Donc, voilà, pour rien cacher. Mais c'est un fabuleux vecteur, surtout allié au côté blog. Donc, j'ai ce côté-là que j'essaie de maintenir, mais qui est pas top, hein. Je vais pas mentir, hein. C'est pas grand-chose. Ça m'apporte pas grand-chose au niveau visibilité. J'ai ma newsletter. Par contre, j'en parle pas assez, mais j'ai une newsletter. Là, actuellement, j'ai 1500 personnes inscrites à ma newsletter. Et en fait, il faut savoir que la newsletter, ça permet de créer directement du lien parce que les personnes reçoivent directement dans leur adresse mail. Alors après, oui, vous allez toujours finir dans quelques adresses poubelles, hein. On les a toutes, voilà, bon. Mais en fait, il va y avoir
beaucoup de personnes qui vont vous dire, par exemple, tous les lundis matins, moi, on me fait souvent les retours que je suis le mail de la semaine, qu'on est content d'éviter la semaine comme ça. Et en fait, ça a créé du lien particulier. Et en plus, au niveau purement business, si on raisonne uniquement comme ça, euh, la newsletter, c'est quelque chose qui permet de convertir davantage les personnes qui l'ouvrent que sur les réseaux sociaux. J'ai pas les chiffres en tête, mais je crois qu'il y a un sacré écart. Euh, et donc, ça peut être intéressant au niveau business, mais il y a toujours la création du lien, hein, quand même, hein. Moi, j'envoie des gros courriers, des gros pavés avec des tarot tips, avec des fois peut-être des expériences plus personnelles. Mais voilà, j'essaye d'apporter des choses toujours pour créer du lien avec les gens et qu'ils me répondent. Et je trouve ça super sympa. C'est quand même le premier objectif. Oui, alors j'ai TikTok, hein, mais alors j'ai 3 vidéos dessus et c'est juste pour occuper la place. Parce que vu que sur mon compte Instagram, j'ai commencé à avoir beaucoup d'abonnés, ben voilà, il y a la tendance à certaines personnes d'usurper l'identité. Donc sur un TikTok, j'existe, mais je n'y suis pas du tout. Je ne poste pas de vidéos. Même, je crois que je n'ai même plus l'application sur mon téléphone. Donc j'existe, mais voilà, je suis pas active. Et Facebook, alors, est-ce que tu as utilisé ce réseau au départ? Alors, ce réseau, je l'ai utilisé quand j'ai lancé ma première activité, qui était plutôt concrète et plutôt terre à terre. Quand je me suis lancée en tant que tarologue, j'ai pas voulu, du coup, exposer ce côté-là à mes contacts Facebook. Et surtout qu'en plus, Facebook, c'est pas un réseau social sur lequel j'allais moi, que j'utilisais moi. Donc même Mm. si effectivement il y avait la part belle aux pages Facebook, ça fonctionnait bien apparemment à l'époque où j'ai lancé Sorcière Urbaine. Mais moi en fait j'étais tout le temps sur Instagram, j'adorais regarder les tarologues sur Instagram, les personnes inspirantes sur Instagram. Enfin, donc je me suis dit, bah, en fait je vais sur Instagram parce que ça me plaît plus. Et Facebook, il y avait du coup cette limite de le côté un peu trop perso, voilà, le côté un peu encore la limite, tu vois, du regard des autres et là du cercle proche. Parce que c'était un cercle pas trop proche, parce que sur Facebook, bon, il n'y a pas que ma famille, hein, les 200 amis, c'est pas que ma famille. Donc, j'avais pas trop envie de mêler ça à ce cercle-ci. Et en plus, j'affectionnais pas tant que ça sur les réseaux sociaux. Ouais, un peu C'est pareil toujours le pour cas. moi. Mm. Oui, oui, un peu pareil pour moi. J'y vais plus quand on a le festival parce que ça peut être un réseau important à développer pour le local quand on veut travailler sur une clientèle locale. Mais c'est vrai que sur le travail en ligne, c'est moins important, mais il y a encore beaucoup de monde sur Facebook, hein. Ah oui, il y a des choses qui marchent très très bien sur Facebook, hein, Mm. si on affectionne ce réseau social-là, bien sûr, Mm. hein, oui, oui, c'est un choix après. J'entends dans ce que tu dis et je crois que tu as tout à fait raison, c'est comme ça que je fonctionne aussi. En fait, ce qui marche, ça va être là où vous êtes à l'aise. C'est de faire, en fait, de pas suivre forcément les tendances, même s'il faut quand même se tenir au courant et voilà, et aller et aller dans le sens du courant. Mais il y a le retour du blog. Enfin, tu vois, il y a des choses qu'on dit, c'est passé et puis ça revient. Enfin, il y a tout ça, tout un tas de cycles. Je pense que quelque part, tu parles de la newsletter et donc d'être en lien avec le mail. Il y a une chose importante, je crois, c'est le fait que sur un réseau social, on peut tout perdre du jour au lendemain et que c'est pas à nous. Alors, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui disent oui, c'est pas gratuit, oui, j'ai plus de visibilité. Mais en fait, voilà, il faut penser que il y a des gens qui travaillent pour ces réseaux-là et oui, ils sont pas là pour héberger gratuitement. Enfin, normalement, avant les réseaux, puisque moi je suis pas toute jeune, donc j'ai vécu avant les réseaux sociaux. J'ai eu fait, euh, j'ai eu fait du marketing, en tout cas, avant les réseaux, on avait quoi? Les flyers, les affiches, c'est très local, hein, du coup, avant Internet. Et tout ça, c'était payant. Ou faire de la pub sur des encarts publicitaires sur les magazines, mais c'était payant. Donc, faire de la pub, c'était quand même toujours très compliqué. Payer sa publicité. En tout cas, elle était tout le temps pratiquement payante, hein. Et là, ben oui, on a un formidable outil qui nous permet de parler, de faire de la promo, de faire de la promo gratuitement, en fait. En fait, en faisant du contenu, mais donc de temps en temps, ben oui, ces plateformes nous disent maintenant il faut payer.
Et tu parles de la visibilité sur Instagram, ça s'est passé sur Facebook. Oui, on a beaucoup moins de visibilité, beaucoup moins d'abonnés sur Instagram de façon organique. Et aujourd'hui, si on sponsorise pas, on n'est pas visible en fait. Alors des fois, ça donne pas de résultat, juste le fait de sponsoriser certains posts pour être un peu plus visible et d'avoir plus d'abonnés qui arrivent, et des gens peut-être susceptibles d'aller. Mais c'est vraiment une autre façon de travailler. Et donc voilà, le réseau social gratuit, ben, du jour au lendemain, on peut ne plus l'avoir, alors que ben, une liste email engagée, effectivement, avec lequel on crée du lien, c'est hyper important. Et parce que celle-là, ben, c'est chez nous, notre site internet aussi. Il y a plein de gens qui disent il n'y a plus besoin de site internet aujourd'hui puisqu'il y a les réseaux sociaux. Hein, mais le jour où il n'y a plus de réseaux sociaux, où on se fait hacker le compte, ou peu importe, ben, on a encore un site, on a encore un endroit à nous, avec un nom de domaine à nous. Oui, qu'il faut payer, oui, qui demande de l'entretien, mais je crois que c'est important, en tout cas, de parler de ça en tant qu'entrepreneur. Avoir un site, c'est important. Tout miser sur les réseaux, c'est beaucoup de danger, se mettre en danger, en fait. Mm. Je suis totalement d'accord. C'est important d'avoir son chez-soi finalement. Mm. C'est comme finalement de remettre les clés de son business qu'à une seule personne et pas à soi-même et d'attendre que la personne nous ouvre chaque matin le bureau. Mais si elle vient pas ou si elle a décidé de plus travailler pour nous, ben on est à la porte. Ben, Voilà. c'est ce qui s'est passé pour beaucoup, hein, là, avec la restriction des visibilités, enfin, avec le fait qu'ils avaient fait ça sur Facebook. Hein, on avait une page, tu avais une page pro sur Facebook, ben, elle est montrée à personne. Hein. Si tu Oui, payes oui. pas pour ta page pro, personne ne la trouve. Hein. C'est très très complexe là. Les réseaux sociaux, faut pas oublier que c'est une entreprise qui cherche à générer de l'argent et Mm. donc elle peut pas générer d'argent s'il y a que des utilisateurs gratuits. Donc forcément, il va y avoir au bout d'un moment un modèle économique aussi pour eux qu'on doit intégrer, qu'on doit comprendre et du coup, ouais. Ouais, il faut jouer avec. Et ouais, moi j'ai par exemple comme toi une plateforme qui s'appelle Podia où j'héberge mes formations, où j'héberge ma newsletter aussi, mais j'ai un site internet que j'ai créé aussi. Donc si un jour, parce que pareil, Podia peut fondre les plombs du jour au lendemain et il faut tout changer. Donc voilà, ça veut dire changer de plateforme, ça veut dire changer d'URL, etc. Perdre tout l'engagement qu'on pourrait avoir sur le site. Mais moi j'ai gardé un site internet à mon nom pour pouvoir au moins avoir un endroit euh, qui est à moi. Bref. Mais ça, c'est important, je pense, de le dire, de le comprendre pour les gens voilà, qui voudraient monter une entreprise. Faites attention de ne pas tout miser sur un endroit qui n'est pas à vous, en fait. Bien sûr, sachant qu'en plus, il existe des plateformes de sites qui sont gratuites Mm. dans les formules au départ, même si c'est peut-être pas génial, mais pour débuter, au moins il y a votre endroit et après, quand il y a peut-être les finances qui le permettent, de migrer vers d'autres choses qui sont peut-être mieux pour vous, mais en tout cas, il existe des formules qui sont gratuites et qui permettent d'avoir un espace au moins en dehors des réseaux sociaux qui sont à vous. Merci en tout cas ben, de ton regard là-dessus. Est-ce que tu aurais ben, peut-être un conseil, quelque chose pour les auditeurs qui se lanceraient justement qui voudraient se lancer dans le métier de tarologue, ou des entrepreneurs qui pourraient nous écouter, même si sur le podcast on a beaucoup de gens qui font du tarot. Euh, voilà, c'est deux questions différentes. On va la scinder en deux. D'abord, est-ce que tu as un conseil pour les tarologues qui voudraient se lancer? Alors, il faut se lancer. C'est le conseil parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de tarologues, il y a tellement de cartomanciens, cartomanciennes qu'on peut avoir l'impression qu'on sera noyé dans la masse. Mais finalement, en fait, c'est en cultivant voilà son unicité, un peu son originalité, sa propre voix, qu'on peut sortir du lot. Mais par contre, ça demande du travail. Et pour les tarologues du coup qui nous écoutent, parce qu'on est souvent en tant que tarologue aussi dans une espèce de démarche spirituelle, ça peut être le cas, et on oublie le côté un peu concret, le côté un peu matériel. Et en fait, il faut comprendre qu'être entrepreneur, être tarologue à son compte, c'est être aussi avant tout entrepreneur. Et donc du coup, il y aura plein de casquettes, pas sexy toujours, mais qui peuvent s'avérer passionnantes. Hein, voilà, on peut développer une passion pour l'entrepreneuriat. Et donc, il ne faut pas oublier ça, qu'il y a des réalités aussi concrètes derrière, sans vous décourager.
mais du coup de bien prendre en compte qu'il faudra voilà travailler la visibilité, il faudra avoir des obligations légales, il faudra voilà se faire connaître, enfin gérer son entreprise et pas seulement, même si ça serait pas fait, tirer les cartes tout le temps parce que ça va pas représenter 100% de votre travail, mais en tout cas c'est de pas hésiter à se lancer et avec sa propre voix, de ne pas vouloir faire comme le voisin, la voisine parce que ça marche. Au contraire, c'est comme ça que vous allez vous démarquer et qu'on va s'intéresser à vous, peut-être un tout petit peu au début, et mais après, au fur et à mesure qu'on prend confiance et qu'on apprend à vous connaître, ça pourra grandir. Et la deuxième question, alors elle va être tournée un peu différente et vous allez comprendre pourquoi, puisque Jade, je l'ai dit au début de l'épisode, tu fais partie du Tarot Bootcamp et tu as réservé pour le Bootcamp donc une formation qui sort. En fait, elle va sortir en même temps que le Bootcamp. Euh, Cette formation, elle va aider les personnes qui montent une entreprise, que ce soit avec le tarot ou sans le tarot, hein. Ça peut être ouvert à d'autres personnes qui peuvent être avec l'astrologie, peut-être entreprise spirituelle ou pas d'ailleurs, hein. Mais en tout cas, euh, tu as voulu amener un programme pour céder des cartes pour les gens qui montent un business et qui ont cette pratique du tarot. Comment céder des cartes, hein, pour avancer justement dans son entreprise. Est-ce que tu aurais un conseil justement pour les gens qui, euh, qui ont une entreprise, de comment utiliser les cartes? Enfin, voilà, un tout petit conseil en fait. Quel est le premier conseil finalement que tu donnerais aux gens euh, pour, euh, pour s'accompagner des cartes dans leur entreprise? Alors la première chose que je pourrais conseiller, du coup, avec cet usage des cartes dans l'entreprise, effectivement, qui peut s'appliquer, hein, même si vous avez une entreprise hyper concrète, hyper terre à terre, hein, je ne sais pas, que vous soyez community manager ou même mécanicien ou mécanicienne, hein, pourquoi pas, c'est pareil. Le premier conseil que je pourrais donner déjà, c'est de prendre l'habitude de faire le point régulièrement avec vos cartes. L'idée, ce n'est pas de transposer votre libre arbitre ou uniquement votre voix sur Précision. le tarot, mais en fait, le tarot, il va vous aider, il va vous refléter des idées, il va vous aider à brainstormer, il va vous aider à prendre des décisions, il va vous aider à rester aligné aussi. Donc dans la formation, il y a diverses choses, hein. Il y a des tirages, mais il y a des exercices, il y a des choses pour construire le projet ou pour le développer. Et donc, pour moi, c'est de prendre l'habitude vraiment d'avoir recours à ces cartes, mais de manière saine, bien entendu. Ça peut être tous les mois, ça peut être tous les 2 mois, ça peut être tous les trimestres si voilà vous craignez une petite overdose. Mais c'est vraiment de prendre le réflexe d'avoir vos cartes et d'écrire. D'écrire ce qui vous pèse, d'écrire ce qui vous bloque, d'écrire ce qui vous questionne pour tirer la sagesse des cartes, en fait. Ça va être vraiment de faire ces rendez-vous de vous-même avec votre tarot. Super. Écriture, c'est un bon conseil. Et, euh, et donc voilà, mais écoute, merci en tout cas d'avoir ouvert les portes de la sorcière urbaine, donc ton entreprise. Avec grand Euh, plaisir. plein de tips intéressants, plein de choses intéressantes. Euh, Effectivement, l'entrepreneuriat, c'est vraiment quelque chose de particulier. Tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur ou pour avoir une activité libérale. Voilà, tirer les cartes, en fait, c'est avoir une activité libérale. Donc, euh, c'est une construction, c'est de la régularité, c'est du travail, beaucoup de travail. Mais en tout cas, c'est passionnant. Enfin, en tout cas, pour ceux qui voudraient te suivre, bah, n'hésitez pas, on mettra en description de cet épisode ton compte Instagram, puisque c'est par là qu'on te trouve, ton site internet aussi, comme ça on pourra mieux te découvrir. N'hésitez pas aussi, tu signes tes livres de ton nom, donc Jade Providenza, hein. Donc on peut les trouver aussi bah, sur toutes les plateformes de vente. Vous pouvez retrouver les ouvrages de Jade. C'est parti. Merci en tout cas, Jade, d'avoir accepté mon invitation, d'avoir accepté bah, de sortir cette formation aussi dans le bootcamp de façon. Bah, elle n'est jamais sortie encore, hein, elle sort au moment du bootcamp. Donc, comment on peut dire ça? J'ai pas le mot. Une exclue. Une exclusivité, voilà, pour le bootcamp. Bah, après, vous pourrez le retrouver bien sûr sur son site. Et il me tarde d'y être maintenant, ça c'est dans peu de temps. Et j'espère que ben, vous serez au rendez-vous.
On se retrouve très très vite sur Le Magicien pour un nouvel épisode. Jade, je vais te laisser le mot de la fin. Écoute, merci encore à toi et même à tout le monde qui écoute pour m'avoir accueilli sur le podcast. J'ai vraiment hâte aussi d'être au Tarot Bootcamp et surtout d'être accompagnée de plein d'autres personnes hyper inspirantes à cette occasion. Encore mille merci et voilà, de cultiver son unicité à travers le tarot, c'est peut-être ce qu'il y a à retenir. Top, tu me donnes la phrase en plus pour l'épisode. Le titre de l'épisode, donc super. Merci à toi, on vous fait de gros bisous et on vous dit à très bientôt. Bye bye. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu veux soutenir Le Magicien, n'hésite pas à laisser un commentaire sur ta plateforme préférée. Parle-en autour de toi pour nous aider à faire grandir la communauté. Et pour toujours plus de contenu inspirant autour du tarot, je te dis à la semaine prochaine dans un nouvel épisode.